Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le média. Nous sommes diffusés en direct sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov et sur le mediatv.fr du lundi au jeudi à 19h. Ce soir, nous allons décrypter les dernières actualités entre la France et l'Algérie. Depuis l'année dernière, ces relations ont atteint un niveau de tension inédit, menaçant les fondements même de la coopération entre les deux nations. La reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental, l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, le rappel de l'ambassadeur algérien en France ou encore les menaces françaises de revoir les accords migratoires de 1968. Ces événements récents illustrent la complexité et la fragilité des liens entre Paris et Alger, hérités d'une histoire commune tumultueuse. Pour en discuter, j'accueille ce soir Nadia Eni Moulay, journaliste et auteur de Un rêve de Rive, et Adelaine Mohamedi, chercheur en géopolitique. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir Adelaine. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors aujourd'hui, Rotaillot, dernière actualité du jour, Rotaillot a envoyé une lettre à l'Algérie avec le nom de 60 personnes qu'ils ont jugées dangereuses en France. Cette lettre a été d'ailleurs refusée. En tout cas, l'Algérie a décidé de ne pas donner suite. Et avant cela, ce week-end, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a menacé de démissionner si la France assouplissait sa position sur l'expulsion de ressortissants algériens. Quelle est la portée réelle de cette déclaration sur les relations bilatérales ? On écoute, avant de commencer, Mathilde Panot, qui est invitée hier sur LCI, qui accuse justement Bruno Retailleau d'être un fauteur de troubles. S'il ne peut pas avancer, c'est-à-dire en gros il n'y a pas de remise en cause, notamment des accords de 1968, il pourrait très bien partir. Eh bien, je dis, c'est une excellente nouvelle, mais qu'il parte. Heureusement, pour être sérieuse sur cette question, heureusement que le président de la République est plus mesuré dans ce qu'il dit vis-à-vis de l'Algérie, un pays qui est peut-être le pays au monde avec lequel nous avons le plus de liens d'affection entre des binationaux, de liens d'histoire évidemment avec 132 années de colonisation, de liens économiques aussi. Et donc heureusement que le président de la République est plus mesuré qu'un ministre de l'Intérieur qui d'ailleurs s'octroie des prérogatives que la Constitution ne lui donne absolument pas. Que je sache, il n'est ni ministre des Affaires étrangères ni président de la République. Vous parlez de quelle prérogative en mettant cette pression et de s'ingérer à tout va pour expliquer quelles doivent être les relations avec l'Algérie. Donc Monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est un fauteur de troubles. Une réaction sur ces dernières, justement, déclarations ? Je peux commencer. Oui, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Si ce n'est un ministre qui s'agite beaucoup et qui se prend un peu pour le ministre des Affaires étrangères. Sur la lettre d'expulsion qui a été envoyée à Alger et qui a fait l'objet d'une réponse d'Alger assez intéressante, puisqu'on a quand même le sentiment que l'Algérie fait une leçon de droit, prodigue une leçon de droit à la France. Ça, c'est factuellement, j'ai lu le communiqué de presse, et effectivement, en fait, ce que dit l'Algérie, c'est... Moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai à peu près compris que c'était assez sensé et assez fondé sur le bon sens. Elle dit, en gros, on ne passera pas par d'autres canaux que ceux du droit. On ne peut pas outrepasser, en fait, et faire une espèce de diplomatie, une gestion des questions liées aux OQTF, de bricolage. C'est pas possible. Donc, c'est très intéressant. Et moi, j'attends beaucoup de lire la réponse française, si tant est qu'il y en ait une. Oui, alors c'est très intéressant parce que le chantage de M. Retailleau, en fait, confirme son obsession algérienne. Parce que si, pour lui, son poste de ministre est intimement lié à la question algérienne, c'est-à-dire qu'il considère que la question algérienne, ou l'Algérie plus généralement, est au cœur des problèmes sécuritaires en France, parce qu'il est le ministre de la Sécurité. Donc s'il menace de démissionner sur ce dossier en particulier, ça veut dire, en gros, il est en train de nous dire, il dit à son électorat, que la question de la sécurité en France est principalement liée à l'Algérie. Donc en fait, il est en train de nous expliquer que l'Algérie est une menace maintenant perpétuelle pour la sécurité de la France. D'ailleurs, je crois qu'il l'a dit, puisqu'il a dit que c'était un dossier de sécurité majeur pour la France.
Donc ça, c'est effectivement, c'est assez intéressant, c'est assez intriguant. Je sais pas en fait s'il va vraiment démissionner, parce que ça serait intéressant. Je pense qu'il le fasse, sur ce point en particulier. Ça serait une explication politique assez intéressante. Mais pour qu'il le fasse, il faudrait qu'il soit désavoué assez directement par le président de la République, parce que a priori, la politique étrangère de la France, elle se fait avant tout aujourd'hui, normalement, à l'Élysée. Donc, soit le président de la République s'aligne sur les positions de M. Retailleau et maintient le rapport de force permanent avec Alger. Et on sait, comme vous l'avez rappelé, que ça ne débouche pas sur grand-chose, puisque la liste des 60 profils a été refusée. Soit il le désavoue clairement, et dans ce cas, effectivement, ça devrait impliquer une démission, oui. Et on peut aussi se poser la question, c'est si cette crise était réellement prévisible. Parce que est-ce que, selon vous, il y a eu des signaux aussi qui auraient pu alerter sur cette escalade diplomatique, avec tout ce qui se passe en fait depuis presque un an maintenant? Oui, mais je pense qu'on peut regarder ça sur le temps long, hein. La question de l'Algérie, c'est une question qui est finalement liée... j'ai presque envie de dire que c'est presque une question du point de vue français, en fait, même si c'est pas du tout assumé. C'est une question qui relève presque de la politique intérieure. Et la preuve, là, en fait, ce psychodrame dans lequel on se trouve depuis plusieurs mois, l'illustre très bien. C'est-à-dire qu'on a un ministre des Affaires... un ministre de l'Intérieur qui gère donc des questions liées, effectivement, à l'immigration, mais qui se prend en fait pour un ministre des Affaires étrangères et qui veut en découdre clairement avec Alger, avec la diplomatie. Et puis bien sûr qui est dans une posture, je trouve, politicienne, pas politique parce que politique, je trouve que le terme est un peu plus noble, mais dans une posture politicienne. On sait très bien que Retailleau a des ambitions et que quelque part... je trouve qu'il se fait ses griffes, en fait, sur la question algérienne. Quand on regarde les chiffres, la question des taux de refus des visas, les Algériens arrivent en tête. C'est 33%, il me semble, absolument, contre un taux de refus à 16% en moyenne pour les autres pays. Donc on voit bien qu'il y a une question algérienne. Et là, on est, à mon avis, dans une démonstration qui nous montre clairement que c'est une question de politique intérieure. Oui, c'est vrai, c'est que l'Algérie était déjà sanctionnée, en fait, finalement, avant cette question, puisque les taux de refus, ça ne date pas de maintenant, ça ne date pas de cette tension-là. C'est-à-dire que déjà, il y a une suspicion a priori, quand on est algérien et qu'on demande un visa pour la France, il y a déjà une suspicion a priori, parce que les taux de refus, effectivement, ce sont les taux de refus les plus importants. Donc, en fait, en termes de rapport de force, pour reprendre sa formule, je ne sais pas, en fait, jusqu'où il peut vraiment aller, parce que encore une fois, il veut à tout prix présenter les Algériens comme des privilégiés à qui il voudrait maintenant enlever un privilège. Mais dans les faits, il n'y a pas de privilège pour les Algériens. Au contraire. Donc je ne sais pas jusqu'où il peut vraiment aller. Moi, j'ai l'impression que la question algérienne, en fait, en France, effectivement, c'est une question de politique intérieure, mais c'est un révélateur à la fois sur la géopolitique et sur le droit. Sur la géopolitique, en fait, aujourd'hui, on voit bien que c'est une espèce de réveil géopolitique pour toute la droite française. C'est-à-dire qu'on a une droite et une extrême droite qui est prudente quand il s'agit de la Russie, pusillanime quand il s'agit de Trump, aveugle quand il s'agit d'Israël, mais extraordinairement ferme et menaçante quand il s'agit de l'Algérie. Donc pour eux, maintenant, ils ont trouvé le dossier sur lequel ils peuvent vraiment s'exprimer clairement et exprimer une forme de fermeté, etc. Une hostilité même. Sur le droit, c'est pas très nouveau parce qu'il nous a déjà expliqué dès le début, dès son arrivée, qu'il n'aimait pas beaucoup l'état de droit. Il a dit que l'état de droit n'était pas sacré et qu'il était prêt à le remettre en cause. Donc, remettre en cause l'état de droit, c'est ouvrir la porte à une dérive arbitraire. Donc, la dérive arbitraire chez lui, qu'est-ce que ça risque d'être ? Ça risque d'être, d'un côté, le mépris pour le droit international, remettre en cause des accords sans se soucier finalement de ce que dit le droit international, etc. Il l'a laissé entendre. Et bien sûr, le risque aussi, et là je pense que c'est un risque pour tout le monde en France, c'est le risque d'une dérive arbitraire, parce que moi je pars toujours du principe qu'on commence toujours par les étrangers, et ensuite on peut toujours toucher les citoyens, parce que une fois qu'on admet la dérive arbitraire, elle finira par toucher tout le monde. Donc si par exemple il commence à décider d'expulser, comme il a essayé de le faire de manière arbitraire, s'il décide de s'émanciper des canaux légaux, bien sûr, je pense que c'est un risque, pour le coup, c'est un risque pour tous les citoyens. Alors bien sûr, peut-être pour les binationaux d'abord, mais aussi pour les citoyens, parce que je pense que
contourner l'état de droit, en fait, ça n'est bénéfique pour personne. Oui, je rejoins ce que disait Adlène. Et déjà, il y a plusieurs choses. Le silence de Macron m'a beaucoup interpellée. Il est sorti de son mutisme en fin février quand il est allé, fin février, quand il est allé en visite d'État au Portugal. Et là, effectivement, il a répondu à des questions concernant Boualem Sansal et concernant aussi le fait que il fallait résoudre. Il a calmé en fait son ministre. On a l'impression que quelque part, Retailleau le tient un peu parce que c'était peut-être le seul ministre qui voulait, qui était d'accord pour rejoindre son gouvernement. Enfin, c'est un des seuls ministres, voilà. Donc quelque part, il le tient un peu. Et puis sur la question effectivement de l'autoritarisme dans lequel la France est peut-être en train de glisser sur la question algérienne, je pense qu'en fait ça dépasse cette question puisque ça fait plusieurs années que la France est régulièrement accusée pointée plutôt par des ONG qui travaillent sur la question des droits humains. On se souvient de la loi antiterrorisme SILT 2 qui en fait était des mesures d'état d'urgence qui ont été insérées dans le droit commun. Donc en fait, cette question, la tentation d'aller vers une démocratie de plus en plus autoritaire, j'ose cet oxymore, est assez documentée finalement. Et là, on a peut-être une espèce d'exemple concret avec la question algérienne où on a un ministre qui voudrait aller au-dessus du droit, avec le silence complice d'Emmanuel Macron, qui ne dit mot consent. Donc il y a eu une intervention. Et puis, ce qui me gêne aussi concernant Emmanuel Macron, c'est que ça ne le gêne pas du tout de se dire que peut-être certaines personnes en France, donc des franco-algériens en l'occurrence, peuvent être désignées comme la 5e colonne, devenir des cibles potentielles. Ça ne le dérange pas du tout, sachant qu'on est quand même dans un contexte où les questions de racisme, d'islamophobie, etc. sont réelles. Et ça, personnellement, je trouve ça inquiétant. Qui plus est, c'est une des plus grandes diasporas aussi en France. Donc ça touche Absolument. énormément de binationaux. Et il y a eu un autre point aussi sur lequel il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé, c'est la remise en question des accords de 1968, qui est revenue donc de nombreuses fois. Et on va écouter justement Monsieur Montpart là-dessus. Le dossier algérien, Bruno Retailleau, dans une interview au Parisien, dit pour la première fois qu'il serait prêt à lâcher son tablier si jamais on ne lui donnait pas tous les éléments pour aller jusqu'à son terme, justement, à régler cette affaire. Serait une bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle ? Ah oui, je pense que si M. Retailleau n'était plus dans le gouvernement, ce serait une bonne nouvelle, oui. Non, pour la France, je pense. Parce qu'il ne faut pas dénoncer les accords de 1968 ? Alors, vous voulez dénoncer les accords de 1968, vous allez avoir un problème. C'est que si vous dénoncez de manière unilatérale les accords de 1968, vous allez revenir aux accords précédents, qui sont les accords d'Évian, qui organisent la libre circulation entre l'Algérie et la France. Je ne suis pas sûr que ce soit la volonté de M. Retailleau. Pourquoi ces accords cristallisent autant et aussi pourquoi les médias ne cessent, en fait, on a l'impression aussi d'alimenter, en fait, cette folie autour de l'Algérie. Tu veux y aller, vas-y. Oui, il y a plein de choses à dire, je pense que tu me compléteras bien. Sur les accords de 68, on est vraiment dans... Alors moi, personnellement, je ne suis pas juriste, encore une fois, et je ne connaissais pas vraiment les accords de 68, ou très peu. Et forcément, comme plein de personnes, je pense qu'on est allé lire de la documentation pour s'intéresser. Et donc, on se rend compte que, en fait, ces accords de 68 ont été révisés plusieurs fois, qu'ils ont finalement permis d'interrompre la libre circulation qui était signée dans les accords d'Évian, et que si on revenait aux accords si on finissait avec les accords de 68, ça voudrait dire qu'on reviendrait aux accords d'Évian et donc à la libre circulation. Donc déjà, c'est quelque chose qui n'a pas été forcément bien expliqué, et on voit bien à quel point on est dans une forme de populisme sur cette question-là. Sur la question des médias, moi je suis atterrée honnêtement quand je vois les médias mainstream, sans donner de nom particulier de médias, le manque de sérieux, finalement. Le manque de sérieux, on laisse les politiques, en fait, dérouler des argumentaires, un récit qui est à cheval, d'ailleurs, avec leurs ambitions, je parle de Retailleau, sans qu'il y ait vraiment de travail journalistique fait. Et ça dépasse la question de l'Algérie. Ça renvoie à la question de la concentration des médias, à la question de qui fait les médias en France, comment on façonne l'opinion. Enfin, c'est des sujets dont on a déjà parlé, mais c'est vraiment très inquiétant, finalement. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que les accords de 68,
sont un peu censés incarner ce fameux privilège algérien, puisque les accords de 68, c'est un peu le régime dérogatoire, c'est-à-dire que c'est le régime qui ne concerne que les Algériens qui sont donc à l'extérieur du cadre du droit commun des étrangers. Donc, à partir de cette info, on présente à l'opinion publique ça comme une espèce de privilège, donc grâce aux accords de 68, les Algériens viennent plus nombreux. Dans les faits, c'est absolument pas le cas. D'abord parce que entre 68 et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, notamment 86, c'est-à-dire l'instauration des visas, qui était censée être une mesure temporaire, mais bien sûr que sur laquelle personne ne veut revenir. Par ailleurs, comme tu le disais, les accords de 68 ont été révisés très souvent, vidés un petit peu de leur substance, et j'ajouterais que le droit commun des étrangers a évolué beaucoup plus favorablement. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, quand on est étudiant algérien, on est clairement lésé par rapport à un étudiant non algérien, sur plein de dossiers, en fait. Il vaut mieux être mexicain, marocain ou tunisien qu'être étudiant algérien aujourd'hui. Parce que, à cause justement des accords de 68, un étudiant algérien n'a pas le droit, par exemple, à une carte pluriannuelle. Puisque, depuis quelques années, ce dispositif existe. Le passeport talent. Ça n'existe pas pour les Algériens. La levée de l'autorisation travail pour les étudiants étrangers. Donc, en réalité, voilà, c'est quand même une manière de présenter les Algériens comme des privilégiés, sans vraiment s'intéresser au contenu de ces accords et sans vraiment les comparer concrètement à ce qui se passe dans le droit commun des étrangers. Ensuite, pour ce qui est du droit international, les accords de 68 sont un traité international. Donc ça relève du droit international. En droit international, il y a ce qu'on appelle le traité des traités, c'est-à-dire que la Convention de Vienne sur les traités, qui nous explique en gros comment on remet en cause un traité international. A priori, il y a deux manières de le faire. Soit il y a une disposition dans le traité lui-même qui permet d'en sortir, et en l'occurrence, dans les accords de 68, il n'y a pas ça. Soit il y a ce qu'on appelle en droit international l'extinction naturelle, parce qu'on considère que l'objet lui-même a disparu. L'objet lui-même n'a pas disparu, puisque l'objet lui-même, qui était déjà là dans les accords d'avant, c'est-à-dire les accords d'Évian en 62, c'était la poursuite d'une relation entre la France et l'Algérie à long terme. Donc a priori, je pense que cet objet-là, il est encore là. Donc s'il décide, comme aujourd'hui la droite française le veut, le dénoncer unilatéralement, la question qui se pose, c'est par quoi on le remplace, Deux, comment on le remplace s'il n'y a plus de dialogue possible avec l'autre partie. Et trois, est-ce que, entre guillemets, tous les problèmes qu'il évoque, que M. Retailleau évoque, seraient d'un seul coup résolus ? Par exemple, tout a commencé, le dernier épisode a commencé par un fait divers, par la tragédie de l'attaque au couteau à Mulhouse. Typiquement, quel est le lien entre les accords de 68 et un tel fait divers ? Le monsieur qui est arrivé, le sans-papier qui a fait ça, il n'est pas venu en vertu des accords de 68. D'ailleurs, quand on est en Algérie aujourd'hui et qu'on demande un visa, personne ne demande un visa en vertu des accords de 68. Les accords de 68 concernent des profils assez précis. Par exemple, aujourd'hui, effectivement, quand on est commerçant, il y a une petite dérogation pour les Algériens. Mais ce n'est pas le gros de l'immigration aujourd'hui. Il faut des moyens. En plus, il faut des moyens. Ça, c'est quelque chose qui était quand on est un jeune aujourd'hui, cadre ou étudiant en Algérie aujourd'hui, a priori, on n'aura pas de visa. Et ça, accord de 68 ou pas. Et en plus, si on compare avec les autres, si les accords de 68 étaient vraiment une sorte de vecteur d'immigration massive pour les Algériens, en comparant avec les autres pays, on se rendrait compte que les Algériens sont beaucoup plus nombreux à acquérir un titre de séjour, par exemple. Or, ce n'est pas le cas. En 2022, pour les chiffres que j'avais en tête, en 2022, les Marocains avaient 10 000 titres de séjour de plus que les Algériens. 39 000 contre 29 000, il me semble. Donc, alors bien sûr, l'Algérie reste le principal pays de naissance des immigrés en général, c'est-à-dire de toutes celles qui sont nées à l'étranger et non français, ayant acquis la nationalité française ou non, c'est un peu plus de 12%. Dans les 12%, il y a aussi des franco-algériens. Mais utiliser les accords de 68, bien sûr, c'est un totem, je pense, de la droite française, qui avait déjà été utilisé en 2022, au moment où Madame Borne était Première ministre. C'était un débat où il y avait une énième loi immigration. Et à l'époque, le Parlement voulait débattre de ça, et le président de la République
avait clairement indiqué qu'il était hors de question que le Parlement fasse la politique étrangère de la France à sa place. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est un peu plus silencieux. Pourquoi l'est-il ? Il l'est parce qu'il est coincé justement par des rapports de force qui sont des rapports de force politiciens franco-français. Parce qu'il a peur d'une censure, en fait. Il a peur que LR quitte le gouvernement et que sa petite majorité relative tombe. Et donc, concrètement, la relation aujourd'hui franco-algérienne est directement liée à cet équilibre précaire à l'Assemblée nationale. Absolument. Et justement, donc, le 6 janvier dernier, Emmanuel Macron avait condamné l'incarcération de Boualem Sansal avec des mots durs qui n'ont pas plu à Alger. On écoute. Et nous battre auprès de tous les combattants de la liberté, professeurs, écrivains, journalistes, quand ils sont emprisonnés, quel que soit le régime et quels que soient nos intérêts. Nous avons toujours fait cela et nous continuerons de le faire. Et en disant cela, j'ai une pensée singulière pour un combattant de la liberté, écrivain, franco-algérien, qui est Boualem Sansal. Il est détenu de manière totalement arbitraire par les responsables algériens. L'Algérie que nous aimons tant, et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires, entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Et nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, je demande instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansal. Donc on a entendu le président dire l'Algérie que nous aimons tant. Et pourtant, Boualem Sansal n'est pas le seul prisonnier politique. Il y en a d'autres, de toutes les nationalités et aussi d'autres Algériens. Et pourtant, là, ce qu'il dit, c'est complètement inédit. On n'avait jamais entendu parler un président dire des mots aussi durs que ce qu'il vient de dire. Oui, alors si on revient sur le cas de Boualem Sansal, effectivement, je le dis, effectivement, c'est jamais agréable de voir un écrivain emprisonné. Et sur ça, j'espère qu'il sera libéré rapidement. Mais comme je l'ai souvent dit déjà, je pense qu'il ne m'a pas l'air d'être emprisonné pour les raisons qui sont brandies et relayées dans la presse française. L'Algérie lui reproche en fait une atteinte à l'intégrité de l'État, si je ne me trompe pas, qui est une charge qui n'a rien à voir avec ses écrits, puisque ses livres sont vendus à Alger. Il a toujours fait des allers-retours. Sur ce point-là, je pense qu'il faut être clair. Et malheureusement, on n'est pas clair. Et je pense que c'est important que nous, en tant que journalistes, on rappelle cette réalité. Ça n'enlève rien au fait que l'on déplore son incarcération. Après, effectivement, en Algérie, il y a d'autres détenus d'opinion. Et je n'ai pas entendu tout le microcosme germano-pratin faire une levée de bouclier pour les défendre. Je veux dire. Donc sur ça, c'est assez, ce double standard est quand même assez pose question en tout cas. Je rappelle quand même que Boualem Sansal a été, si je me trompe pas, mis haut fonctionnaire au sein du ministère de l'Industrie en Algérie. Donc ça veut dire quand même des choses en termes d'accès à des informations, etc. Voilà. Moi j'attends de voir les dessous de cette affaire. J'espère qu'elle sera résolue rapidement. Mais je pense que c'est aussi important que la presse française fasse un travail décorrélé de toute velléité politique. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça pose un vrai souci qui altère justement la démocratie française, qui ne lui rend pas du tout service. Oui, tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il y a quand je parlais tout à l'heure de la dérive arbitraire en France, en fait, on a la même chose avec la tension franco-algérienne favorise l'arbitraire des deux côtés de la Méditerranée. L'affaire Boualem Sansal, c'est une affaire effectivement qui est triste parce que c'est l'affaire ça reste un homme de 75 ans emprisonné probablement pour des propos qu'il a tenus en vertu d'un article du code pénal algérien, le 87 bis, qui est largement contestable et qui a été utilisé contre d'autres prisonniers politiques. Et effectivement, quand M. Macron était à Alger en 2022, il y avait aussi des prisonniers politiques, il y avait aussi une dérive arbitraire. Et à l'époque, en fait, la droite française ne s'intéressait pas à tous ces gens. Donc on a l'impression que... Et en cela, en fait, ça ne rend pas vraiment service justement à la liberté en Algérie, parce que, au contraire, aujourd'hui, quand on est opposant en Algérie ou attaché à la démocratie et à l'état de droit en Algérie, être soutenu par des gens qui ont été systématiquement aveugles
et qui se découvrent un intérêt pour la question des droits humains uniquement parce que la personne qui est incarcérée les intéresse politiquement, ou ils se sentent proches d'elle politiquement, bah forcément, ça pollue tout le combat. Donc, bien sûr que c'est un combat légitime. D'abord, moi, je pense que il faut aussi rappeler que c'est une affaire d'abord algéro-algérienne. Pour moi, l'échelle de la défense de Boualem Sansal doit être l'échelle algérienne. En Algérie, je pense qu'il doit être défendu, même si malheureusement, beaucoup y compris d'ailleurs malheureusement d'avocats, sont permis d'appeler à son lynchage. Mais c'est une affaire algéro-algérienne, parce que Boualem Sansal, en Algérie, il n'est qu'algérien. Donc quand il arrive à Alger, il est incarcéré. Je pense effectivement qu'il est légitime de le soutenir, de soutenir tous les prisonniers politiques et de remettre en cause effectivement cette extension du domaine du terrorisme, parce qu'il s'agit de ça en fait. Le 87 bis, c'est en gros... C'est intégré dans la notion de terrorisme, y compris des gens qui tiennent des propos sur les réseaux sociaux, pour des posts Facebook. Récemment, j'évoquais le cas d'un poète en Algérie qui passe son 5e ramadan en prison, alors qu'il a 21 ans. C'est-à-dire que la première fois qu'il a été incarcéré, il avait 16 ans. Donc bien sûr qu'il y a un problème de dérive arbitraire en Algérie aussi. Mais ceux qui défendent aujourd'hui Boualem Sansal en France ne sont pas les meilleurs alliés de toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à l'état de droit en Algérie. Juste pour rebondir, faut quand même se rappeler qu'il s'est passé un événement en Algérie en 2019 qui s'appelle le Hirak, et que des millions d'Algériens sont sortis dans la rue justement pour revenir à cet esprit de 62, de liberté, de démocratie, et que Macron a quand même soutenu le Hirak du bout des lèvres, et qu'il y avait dans les manifestations à Alger des slogans anti-Macron justement parce qu'il ménageait la chèvre le chou. Donc ça, c'est quelque chose. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, comme tu l'as dit, Adeline, ça lui revient un peu en boomerang et ça décrédibilise tout à fait, finalement, Boualem Sansal. Et je parle même pas des petites phrases qui ont émaillé cette actualité de l'incarcération de Boualem Sansal, les petites phrases des uns et des autres qui ne lui rendent absolument pas service. Donc, on en est même à se demander, mais est-ce que les amis de Boualem Sansal sont vraiment ses amis ? C'est pas comme ça qu'on calme, en fait, une crise pareille, et c'est pas en se faisant des sorties ou en faisant fuiter des pseudo-informations par une certaine personne qui était ambassadeur en Algérie par 2 fois, qu'on va faire avancer son dossier. Je trouve que c'est vraiment le b.a.-ba. La semaine dernière aussi, il y a eu le report du documentaire sur l'utilisation d'armes chimiques par la France pendant la guerre d'Algérie, et ça a suscité une controverse. Pourquoi, selon vous, ces sujets restent-ils aussi sensibles des 2 côtés de la Méditerranée ? Parce que France Télévisions a donné comme explication le fait qu'avec toute cette actualité, ils préféraient justement reporter à plus tard la diffusion. Donc il y a eu différents pays, même en Belgique ou en Suisse, le documentaire a été diffusé. Le documentaire est même disponible sur la plateforme de France Télévisions. En tout cas, ils ont fait le choix d'arrêter vraiment la diffusion. Il me semble que c'était jeudi dernier ou mercredi dernier. Jeudi 13, oui, voilà. 13 mars. Pourquoi ces sujets sont aussi sensibles, en fait, encore aujourd'hui ? On a 4 heures ou pas ? Bon, je sais pas, Adeline, si tu veux. Tu veux. Pourquoi ces sujets sont aussi sensibles ? Je pense qu'on n'est pas sorti de cette fameuse séquence de la guerre d'Algérie. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est Benjamin Stora, que l'on connaît tous, qui travaille sur ces sujets depuis 50 ans, ou 40 ou 50 ans, et qui dit clairement que même au niveau des institutions, quand on jette un œil à nos institutions et qu'on pense à la République, la 5e République, et on se rappelle en fait que c'est une République qui a été créée pendant la guerre d'Algérie, donc par et pour la guerre d'Algérie, qu'on est toujours en fait dans cette 5e République. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je pense que la France est dans une forme de blessure narcissique. La chute de l'Empire qui finalement continue de résonner jusqu'en 2025. C'est le grand traumatisme, la grandeur française à travers cet empire. Quand je dis ça, je mets des grands guillemets. Et puis ce rapport à la République française. C'est-à-dire que peut-être que nous, les descendants de l'immigration, les descendants de cette histoire coloniale, qui sommes nés en France, qui aimons, je pense, la France, je peux me permettre de le dire en votre nom, vous m'excusez. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la République française a quand même une face sombre, et que je pense qu'il est temps qu'elle assume cette face sombre.
vaut mieux qu'elle assume cette façon et qu'elle reconnaisse tout ce qui s'est passé au moment des décolonisations. On parle de l'Algérie, mais il n'y a pas que l'Algérie. Il y a eu d'autres territoires concernés par la violence coloniale. Il y a eu les crimes coloniaux pendant toute la séquence coloniale. Il y a eu la conquête de l'Algérie. Et effectivement, il y a un vrai problème concernant le fait d'assumer cette histoire. 200 ans d'histoire. Oui, c'est inquiétant et en même temps, je pense qu'il faut continuer de rappeler ça. Enfin, ce qui s'est passé avec Jean-Michel Apathy il y a 15 jours, le fait qu'il ait parlé des d'Ouradour-sur-Glane à de multiples reprises en Algérie, on a vu ce qui s'est passé par la suite. Il a été mis en retrait d'RTL, il a décidé de partir. Aucun historien sérieux ne peut dire qu'il a raconté des bêtises. Donc, on est dans une société où on parle beaucoup de post-vérité, de fake news, de réécriture de l'histoire. Mais alors là, c'est patent. C'est patent, c'est visible. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes qui ouvrent des livres d'histoire et qui voient cette histoire qui est en fait presque niée dans les médias ? Qu'est-ce qu'on dit ? Moi, c'est vraiment une question que je pose. Je n'ai pas la réponse, à part de continuer à raconter l'histoire, avec tout ce que ça peut coûter. Hein. Oui, en fait, c'est intéressant parce que le président actuel, justement au lendemain du Hirak, a décidé de faire de la question mémorielle une espèce de vecteur de rapprochement avec le président algérien. Mmh. Donc, et je dirais même, à certains égards, au détriment du Hirak, parce que c'était, pour beaucoup de gens, je pense, une espèce de diversion, parce que même si ce sont des questions très importantes, à ce moment précis, c'était pas la revendication principale. Donc, il a fait de la question mémorielle. Et là, on a un exemple quand même typique de, je dirais presque, l'incompatibilité entre la notion de mémoire et l'apprentissage de l'histoire, tout simplement. Parce qu'en fait, on mise beaucoup trop sur la mémoire au détriment de l'histoire. Pourquoi tout ce qu'a dit M. Apathy et d'autres gênent ? C'est parce que, justement, le pari du président Macron, dès le début, était un pari impossible. La réconciliation des mémoires n'est pas possible. Je pense que notre mémoire, nos mémoires ne sont pas compatibles avec la mémoire de quelqu'un, par exemple, qui a vécu, qui a hérité de l'histoire, par exemple, de l'OAS ou quelque chose comme ça. Nos histoires ne sont pas compatibles. Nos mémoires ne sont pas compatibles. Mais la vérité historique, elle, c'est finalement ce qui pourrait nous rassembler. Et donc, ce qui est bizarre avec ces deux séquences, c'est que au lieu de miser sur l'histoire et de laisser les historiens parler, d'admettre les vérités historiques, de laisser les documentaires historiques passer, etc., on écarte ça, et écarter la vérité historique, forcément, c'est renforcer une espèce de combat de mémoire qui est amené à durer indéfiniment. Alors que là, il s'agit simplement de vérité historique. Je veux dire, ce documentaire, je ne l'ai pas vu, mais j'imagine que il s'appuie quand même sur des archives, il s'appuie sur des faits. Donc, pourquoi cette allergie, cette peur de l'histoire ? Parce qu'on nous répète quand même souvent qu'il y aurait une obsession anti-française en Algérie sur la colonisation, etc. Sauf que là, dans un cadre franco-français, on voit bien que cette allergie, elle s'exprime ici. C'est-à-dire que la peur même la peur des historiens, puisque les historiens spécialistes de la question, on les entend quand même beaucoup moins que des chroniqueurs qui viennent nous délivrer des cours d'histoire à partir de strictement rien. Donc je me dis peut-être que oui, et ça reflète, j'ajouterais que ça reflète aussi une espèce d'anti-intellectualisme généralisé quand même aujourd'hui en France. C'est-à-dire que dès qu'on veut travailler sérieusement sur un sujet, tout à l'heure on a parlé de droit. Pour parler des accords de 68, on demande leur avis à des chroniqueurs et pas à des juristes. Pour parler d'histoire, on n'invite pas des historiens, mais on va demander à des chroniqueurs de donner leur avis. Et quand des médias sont susceptibles de diffuser un documentaire sur la guerre d'Algérie ou sur la conquête de l'Algérie, on dit non, ça peut faire peur. Ouais, il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Moi, je trouve que la question, le slogan, je trouve que c'est un slogan de communication politique, la réconciliation des mémoires. Effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et en même temps, je me dis que finalement, la mémoire, c'est le côté affectif de l'histoire, qui n'est pas forcément celle des faits, et qui appartient aussi aux familles. L'idée, c'est pas de dire aux gens, vous n'avez pas vécu ce que vous avez vécu, vous n'avez pas la même perception, vous
n'avez pas le droit d'avoir la même perception. Si, les gens ont des trajectoires différentes, donc on ne peut pas leur enlever. Et finalement, ce qu'on voit depuis qu'on commence à parler de ces sujets, depuis 99 à peu près, c'est qu'on cantonne cette histoire factuelle, documentée et documentable, dans une dimension affective, liée justement à la mémoire, au récit de vie, pour éviter de parler du vrai fond qui sont les faits, pour éviter, on contourne finalement. Et ça, c'est bien, bien commode parce que ça évite justement de regarder cette histoire en face. On a quand même un président, quand il était candidat, alors avant d'être président, qui va à Alger en février 2017, et qui dit... qui parle en fait des crimes coloniaux, des crimes contre l'humanité, donc levée de bouclier. Et puis quand il est élu président, on arrive là, en 2025, à une quasi-rupture diplomatique, une rupture qui ne dit pas son nom, plus ou moins. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est parce qu'il avait un manque de vision, un manque de connaissances ? Est-ce que parce qu'il avait de l'orgueil et qu'en fait, il avait sous-estimé cette histoire ? Moi, je pense qu'il a vraiment sous-estimé, qu'il y a eu une tactique aussi politique. Mais c'est vrai que ça donne quand même l'impression d'avoir quelqu'un qui navigue à vue, finalement, et qui a vraiment sous-estimé l'impact de la question algérienne dans le débat en France, en fait, dans la société française. Oui, je pense que c'est l'une des illustrations, quand même, d'un manque flagrant de cohérence. C'est-à-dire que sur l'Algérie, Macron aura quand même tout dit et son contraire. C'est-à-dire qu'en 2017, crime contre l'humanité, 2019-2020, réconciliation des mémoires, puis 2022, si je ne m'abuse, ou 2021, rente mémorielle. À un moment donné, il dit il critique le régime algérien en disant c'est un régime militaire qui s'appuie sur une rente mémorielle. Et quelques mois après, en fait, cette petite phrase, c'était quelques mois avant son voyage à Alger, parce qu'en août 2022, il est à Alger. Puis, c'est extraordinaire. Et là, pour finir, et ça, c'est quand même ce qu'il y a de pire, j'ai envie de dire, dans cette incohérence, c'est qu'à qui il confie, ou à qui il confie, je ne sais pas s'il le confie, mais en tout cas, à qui il laisse le dossier franco-algérien, à un ministre de l'Intérieur qui a parlé des belles heures, je crois, ou de la colonisation, ou des heures... Je ne sais pas, heureuses. Un aspect positif. Voilà. Les aspects positifs de la colonisation. Sur 2005. Exactement. Comme il y a 20 ans, les belles heures de la colonisation, les aspects positifs de la colonisation. C'est-à-dire que de toutes les personnalités politiques, c'est quand même à celle-là qu'il confie la gestion de la relation avec l'Algérie. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de maintenir une certaine influence post-coloniale derrière tout ça ? Avec tous ces discours en Algérie, de la part de la France sur l'Algérie. Oui, mais dans ce cas, ça serait très mal s'y prendre, parce que continuer d'avoir de l'influence en Algérie... Avec ça, c'est quand même le pire moyen d'y arriver, parce que là, on est en train de se fermer des portes. C'est-à-dire et des marchés. Et des marchés, bien sûr. Parce que c'est ça. Oui, bien sûr. Moi, je voudrais juste rebondir. C'est un sujet passionnant pour lequel on pourrait parler des heures, mais la rente mémorielle... on décrit donc la rente mémorielle côté algérien, mais en fait, côté français, ça s'appelle le devoir de mémoire. C'est-à-dire que ce qui est devoir de mémoire en France devient la rente mémorielle côté algérien. Donc ça, c'est très cynique et puis c'est encore très dévalorisant. Et puis on fait comme si les Algériens, finalement... Alors c'est vrai qu'effectivement, qu'il y a eu un resserrement, on glisse vers une forme d'autoritarisme. Sur ça, on ne peut pas le nier. Mais en même temps, les Algériens... ont quand même fait ce Hirak en 2019. Donc, ils peuvent potentiellement le refaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il serait bien aussi que l'Europe, enfin la France en particulier, arrête d'infantiliser la population algérienne, qui est quand même... je ne sais pas si on peut dire massivement, mais qui soutient la position algérienne, en tout cas ce bras de fer qui est mené entre la France et l'Algérie. Il y a une solidarité. C'est tout le drame, en fait. Qui est intéressant, alors que Tebboune est vu comme un président qui n'est pas forcément très, très légitime. Bien sûr. Mais tout ça montre que c'est très complexe, finalement, et qu'il y a un patriotisme qui passe aussi certainement avant d'autres considérations. Oui, c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, si on est en Algérie, on a participé au Hirak, on est attaché à la démocratie, l'état de droit, on n'aime pas les conditions dans lesquelles le président algérien a été, entre guillemets, élu, etc. Aujourd'hui, critiquer le régime,
c'est prendre le risque d'apparaître comme une espèce d'allié objectif de M. Retailleau. Et c'est en cela, en fait, que cette crispation actuelle, elle se fait là, bien sûr, au détriment au détriment de l'esprit du Hirak, en fait. Parce que, en temps normal, je pense que beaucoup de gens auraient des choses à dire sur le pouvoir algérien. Oui. Mais là, aujourd'hui, à cause de ce qui se passe, ça devient très difficile. Ça devient très difficile parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec assimilés, en fait, à des gens qui vont jusqu'à exprimer une espèce de nostalgie de la colonisation. Donc, bien sûr que c'est une situation... Et c'est tout le paradoxe, d'ailleurs, parce que le président français nous dit qu'il est attaché à la liberté, etc. Mais tout ce qui se dit aujourd'hui en France se fait précisément au détriment des libertés en Algérie. Et justement, une dernière question pour finir. Est-ce que, selon vous, il existe des leviers diplomatiques qui permettent justement d'apaiser ces tensions, ou est-ce qu'on est plutôt dans une impasse durable? En gros, quelles sont les solutions que vous pouvez voir justement pour un peu apaiser ce climat? Moi, je suis assez pessimiste, sincèrement. Les choses peuvent se calmer, effectivement. Je pense que ça ne se passera pas sous Macron. Je pense qu'il va falloir tourner la page. Et c'est très paradoxal, parce que finalement, Macron a été élu exactement pour les mêmes raisons pour lesquelles il est rejeté aujourd'hui, c'est-à-dire, grosso modo, son inexpérience, l'orgueil qui va certainement avec, l'orgueil de cette jeunesse pour laquelle il a été élu. Je pense que ça ne se passera pas sous Macron, que c'est un échec cuisant quand même, qu'il portera sur lui. Après, côté solution, je n'en vois pas forcément beaucoup. Moi, je suis assez pessimiste, comme je l'ai dit. Peut-être une solution liée, ça c'est ma déformation professionnelle de journaliste. Je pense que une première façon peut-être de calmer les choses, ce serait d'avoir une presse qui fasse son job, que l'on sorte du traitement, parce qu'on parle souvent de la relation passionnelle entre l'Algérie et la France. C'est toujours cette façon de botter en touche et de ne pas être sur les faits. J'aimerais bien déjà avoir une presse qui fasse son job et qui sort de cette approche affective, paternaliste plutôt de l'Algérie. Est-ce qu'on entend parler des métriques concernant l'économie algérienne? Tout ne va pas bien. Attention, il y a des défis majeurs. Mais il y a des choses qui avancent. Est-ce qu'on entend parler de la situation de l'IDH algérien comme étant l'un des plus élevés d'Afrique? Est-ce qu'on sait que l'Algérie ne fait pas partie de la carte de la faim en Afrique continentale? Est-ce qu'on connaît le niveau de son PIB? Est-ce qu'on sait qu'il y a quand même des réussites qui n'effacent pas celles qui doivent arriver aussi? Mais ça, on ne le sait pas, parce qu'on n'est pas dans un traitement objectif et factuel de l'Algérie. Et ça, je pense que ça va être un enjeu, parce que les Franco-Algériens, en fait, en ont assez de ces biais qui déforment la réalité algérienne, mais aussi l'idée qu'on peut se faire d'une presse libre. Oui, je suis d'accord. C'est que je ne suis pas très, très optimiste non plus. Je suis plutôt pessimiste. Je pense que ça m'étonnerait en fait que tout ça se résolve sous Macron, parce que je pense qu'effectivement il y a des choses qui sont un peu plus ou moins irréversible aujourd'hui. Par contre, pour arrondir un peu les angles et pour éviter de franchir de nouvelles lignes rouges, pour maintenir des relations un peu dépassionnées et des relations consulaires presque qui permettent aux gens de vivre normalement, c'est-à-dire de voyager normalement, de ne pas vivre avec la boule au ventre, la solution à court terme, ça serait effectivement de retirer ce dossier au ministre de l'Intérieur. S'il était conséquent, je pense qu'effectivement il démissionnerait lui-même, mais bien sûr que je pense à un moment donné il faudrait peut-être laisser des diplomates prendre en main ce dossier et ne pas en faire la principale problématique sécuritaire en France, parce que ça n'est pas le cas, parce que les relations franco-algériennes ne se résument absolument pas à ça. Ni à des faits divers, fussent-ils les plus tragiques du monde, ni à des OQTF. Et donc, je pense qu'à court terme, le mieux, ça serait de laisser peut-être la sagesse de certains diplomates gérer la chose et empêcher le ministre de l'Intérieur de continuer cette surenchère qu'il a pour le servir politiquement. Merci Adeline, merci Nadia, merci à vous de nous avoir écoutés, merci d'avoir regardé au cœur de l'actualité sur
la Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube, le Média 24/7 et sur lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé si vous nous regardez sur YouTube ou bien un petit mail si vous nous regardez à la télévision. Si vous en avez les moyens, soutenez-nous, soutenez notre travail, le journalisme indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias. Belle soirée à vous.